Bonjour, nous allons vous présenter notre projet intitulé L'identique consolidé. Notre équipe réunit 2 ingénieurs et 3 architectes. Composée avec une variété d'âges, de parcours et d'expériences, a été tout à la fois un défi et une force pour mener à bien ce projet. Nous avons fonctionné de manière horizontale et la collaboration entre nos disciplines s'est jouée à toutes les étapes du projet. Nous allons vous présenter notre démarche en 3 temps. Nous commencerons par exposer notre parti pris architectural, puis nous développerons notre projet en 4 étapes, avant de conclure. Nous avons fait le choix de reconstruire et densifier la charpente originale, dite la forêt, selon le système à chevron formant ferme. Dans ce sens, la flèche sera également reconstruite selon les plans de Viollet-le-Duc. Reconstruire à l'identique ne signifie pas restaurer un état ancien ou pasticher, mais remettre en jeu aujourd'hui un système qui a fait ses preuves dans le temps. Nous visons à retransmettre un patrimoine architectural le plus justement possible aux générations futures et à valoriser les savoir-faire traditionnels tout en faisant appel à des techniques de conception contemporaine. La charpente historique était composée d'un système à chevron forme en ferme qui avait fait l'objet d'évolutions et améliorations successives. Nous choisissons de ne conserver que la ferme numéro 7, qui est la plus efficiente, selon un article publié dans le journal du CNRS, et de la développer sur toute la charpente. Sur cette axonométrie et ses élévations, on observe le système composé des fermes principales et des fermes secondaires. Les fermes secondaires sont simplement composées d'arbalétriers et de faux entraits, afin de reprendre les efforts latéraux dus au vent. Avant de nous engager dans un projet de reconstruction, il était important de commencer par comprendre les éléments d'origine et l'état de la base sur laquelle nous allions intervenir. Concernant la maçonnerie, les informations que nous avons aujourd'hui nous ont permis d'identifier 2 types de fragilité. D'une part, nous avons noté que des têtes de piliers avaient été endommagées par l'effondrement de certaines voûtes. Nous considérons donc ces piliers comme des appuis qu'il faudra ménager, avec un enjeu tout particulier à la base de la flèche. D'autre part, nous supposons que le mur gouttereau est altéré dans son ensemble. En effet, l'appareillage de pierres calcaires liées par un mortier de chaux et des agrafes en fer a subi une longue exposition au feu, puis à l'eau. Nous considérons donc une fragilité diffuse depuis le point d'origine de l'incendie, à la croisée du transept, jusqu'aux extrémités de la cathédrale. Après la maçonnerie, comprendre le fonctionnement de la charpente nous a semblé primordial afin de repérer les faiblesses et les forces de celle-ci. Sur la gauche, nous avons calculé les charges s'appliquant sur la ferme, soit les charges permanentes d'exploitation, la neige et le vent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la charge de vent est la plus dimensionnante. Tous les calculs et résultats que vous verrez dans l'étude sont faits à l'état ultime de service avec les mêmes charges appliquées. En haut à droite, vous pouvez voir la répartition des charges entre murs et corbeaux. Les corbeaux reprennent 25% des charges totales appliquées sur la charpente. Leur rôle peut donc être important pour soulager le mur gouttereau. En bas, la détermination du taux de travail dans les éléments de la ferme met en évidence le fait que les arbalétriers et faux arbalétriers, en rouge et en orange, sont ceux qu'il faut soulager en flexion, ainsi que l'entrée principale en jaune. Une analyse à corps 3D permet de comprendre comment interagissent les pièces entre elles. Les graphiques de déplacement sur la droite expliquent l'importance des liaisons. Le déplacement est multiplié par 200 afin de le voir. Ces liaisons en vert clair, en bas à droite, reprennent les efforts au niveau des faux entrées. Leurs jambes de force les retransmettent aux fermes principales. Elles réduisent la flexion des faux entrées et empêchent le flambement des arbalétriers dans le sens latéral. La déformation est divisée par 4. Passons au graphique en haut à gauche. Les fermes s'appuient sur 2 lisses sur le mur, une sous les arbalétriers et une sous les faux arbalétriers. Les fermes secondaires permettent de répartir les charges sur la première. En revanche, en bleu sur la seconde, la charge d'une ferme principale est 2 fois plus importante que celle appliquée par une ferme secondaire. Grâce au tableau, les différences de taux de travail entre la 2D et la 3D confirment 2 choses. Les arbas et faux arbas jouent un rôle important dans la reprise des charges des fermes secondaires, et ce sont les pièces les plus fragiles. Il sera donc important de soulager les faux arbalétriers, notamment par le soutien des faux entrées, de mieux répartir les charges sur la longueur et entre le mur gouttereau et les corbeaux. Suite à l'analyse de l'état des maçonneries et du comportement de la charpente,
nous avons identifié une série d'enjeux auxquels nous associerons des solutions qui seront à la base de notre parti pris architectural. Supposant une fragilisation diffuse sur l'ensemble du mur Goudreau, notre première attention a été de soulager les charges appliquées sur cet élément. Pour y répondre, nous préconisons de modifier la trame de la charpente, de sorte à positionner les fermes principales à l'axe des piliers de la cathédrale. Le second enjeu est d'alléger la couverture et de mieux répartir les charges. Pour cela, nous avons choisi l'ardoise comme alternative au plomb pour réaliser la nouvelle couverture. Nous proposons une pose à bureau développée comme on peut le voir à droite, ce qui permet une étanchéité sans membrane. Ses dimensions sont contraintes, 60 par 40 cm maximum, et son épaisseur peut aller jusqu'à 8 mm. Nous prendrons ici une épaisseur de 5 mm. Sa masse volumique étant différente de celle du plomb, l'enjeu est de calibrer la masse de la charpente par rapport à la nouvelle masse de couverture, afin d'éviter un arrachement au vent, comme nous pouvons le voir sur les deux vues axonométriques. On a alors un écart de 5 tonnes si on garde la même entraxe de 0,7 m, ce qui permettra de loger une structure secondaire. La trame de ferme principale ayant été fixée dans l'étape précédente, l'action portera ici sur la quantité de fermes secondaires pour répartir uniformément les charges et retrouver la même épaisseur qu'à l'origine. Cette démarche s'effectue sur Grasshopper. On a ici une partie de logiciel montrant l'arborescence du projet. Chaque groupe coloré a sa propre fonction et est essentiel pour faire varier les paramètres qui nous intéressent. Les premiers groupes colorés permettent de donner les sections de chaque pièce, donc des fermes principales en orange clair et des fermes secondaires en jaune. Ensuite, le groupe noir représente la position de nos fermes principales sur la nef et en rouge les différents types de trames de fermes secondaires entre fermes principales. On a ici l'arborescence du chemin de pensée qui permet de tester en permanence nos solutions. En effet, on dispose de plusieurs paramètres qui sont les dimensions des pièces des fermes principales et secondaires, du nombre de fermes secondaires par trame, des masses volumiques des bois utilisés, des variations géométriques de la charpente et enfin la masse volumique ainsi que l'épaisseur de l'ardoise. Le but est alors de calculer la masse d'une trame de 5,6 m en prenant en compte la masse de la charpente et celle de la toiture. On compare donc la masse de notre toiture avec l'ancienne grâce à Galapagos, un outil d'optimisation dans Grasshopper. Cela permet de faire varier ces paramètres pour atteindre un but final. Ici, atteindre la même masse que l'ancienne charpente afin d'éviter le soulèvement de la toiture. Plus tard, cela nous servira à fixer d'autres objectifs de masse à atteindre. Après l'optimisation du nombre de fermes secondaires, nous avons estimé nécessaire de bien diffuser les charges des fermes sur l'ensemble des éléments maçonnés. Pour cela, nous avons remis en jeu le système de lisse filante qui préexistait à l'arase du mur Goudreau et nous l'avons réitéré au niveau des corbeaux. En effet, auparavant, les corbeaux étaient seulement utilisés comme des appuis ponctuels et ne reprenaient qu'un trentième des charges. Nous proposons donc de les solliciter davantage. Ces deux niveaux de lisse fournissent de nouvelles possibilités de points d'accroche pour notre projet. Dans l'analyse du fonctionnement mécanique des fermes principales et secondaires de la charpente originale, nous avons décelé un ensemble de faiblesses. C'est pourquoi nous préconisons de renforcer et solidariser ces éléments. Pour y parvenir, nous proposons d'insérer une structure tertiaire complémentaire, dont la géométrie sera adaptée pour relier les fermes entre elles et soulager les parties les plus faibles. Cette charpente tertiaire évoque l'idée d'une toile, tissée dans la structure primaire. Celle-ci est alors réplicable comme un motif en volume, enchâssé dans la charpente reconstruite. Le chêne sec a été choisi pour la reconstruction de la charpente originelle. La structure de soutien se positionne en contraste avec une essence différente afin de faire apparaître une strate historique marquée. Nous avons opté pour le pin sylvestre pour sa durabilité sans traitement face aux insectes et sa masse volumique plus légère. Ces structures dissociées pourraient être démontées pour retrouver la charpente originelle. De même, pour la reconstruction à l'identique des fermes principales et secondaires, nous préconisons de remettre en jeu des assemblages traditionnels avec des mi-bois, tenons mortaise, chevillés. Là où pour la structure tertiaire de renfort, nous misons sur des assemblages contemporains, usinés et boulonnés, et nous envisageons une préfabrication de certains modules. Pour répondre aux enjeux exposés précédemment, nous avons choisi de vous proposer une démarche et une méthode plutôt qu'une réponse unique et figée. À la manière d'un travail de recherche, nous avons suivi 4 étapes successives en procédant par tests et ajustements. Premièrement, nous avons développé 3 options de renfort pour soulager la maçonnerie et renforcer la charpente. Chacune propose un système différent, un tissage, des strates et un pont. Dès leur conception, ces options ont été testées sur Accor, un logiciel de calcul de structure. Dans un second temps, nous avons analysé et comparé ces 3 options avec ce même logiciel en 3 dimensions pour identifier leurs atouts et performances.
Ensuite, nous avons extrait les pièces les plus efficaces et nous les avons combinées pour aboutir à une solution hybride et adaptable. Enfin, nous avons mis au point une méthode d'optimisation basée sur un outil de conception paramétrique en vue d'obtenir les meilleures performances pour la structure de renfort combinée à la charpente reconstruite. Appelé tissage, notre première option vient se localiser sur le flanc de la ferme afin de libérer un maximum d'espace au centre et contreventer efficacement la structure originale. Elle a été premièrement pensée comme un soutien, inspiré des techniques de vannerie et de haubanage des arbres, en venant soutenir et en s'immisçant discrètement entre les fermes secondaires. Nous avons mis à l'épreuve et validé en état cette option par des comparaisons. Il en résulte que cette option fonctionne autant voire mieux que la structure originale. Elle se révèle en outre plus légère et facile à mettre en œuvre. Avec cette structure, notre première intention était de corseter le mur gouttereau grâce à 2 lisses assemblées par des croisillons pour y répartir les efforts de compression. En second lieu, la structure soutient les entrées et les fausses entrées par la mise en place de jambes de force en V qui multiplient les points de contact avec la lisse supérieure, fonctionnant également en compression. L'objectif visé pour cette deuxième option dite des strates était d'explorer un principe de charpente à chevron formant ferme densifié. Des fermes de renfort sont enchâssées entre les fermes secondaires et maintenues entre elles par des carrelets, de sorte à former un ensemble contigu. Le nombre de ces fermes peut varier en étant plus important aux endroits les plus fragiles, comme à la croisée du transept, et au contraire, il peut être plus faible aux extrémités de la cathédrale. C'est ce principe que l'on peut observer sur l'axonométrie en bas à droite. Nous avons mis les fermes de renfort à l'épreuve sur accord. Le déplacement est exagéré pour le mettre en évidence. À gauche, sous leur propre poids, les faux arbats flambaient dû à l'absence de fausses entrées et d'une longueur trop importante. Nous avons donc repensé la structure qu'on voit au centre en gardant son esprit. Le déplacement de 28 mm était bien meilleur mais pas assez satisfaisant. Par l'ajout de carrelets, de fausses entrées et par le prolongement des jambes verticales jusqu'à la lisse basse que l'on voit en rose, nous avons pu obtenir un renfort stable et efficient avec un déplacement de 3 mm. Cette option alors réajustée conserve l'idée d'une charpente dense et d'une accroche multiniveau le long du mur gouttereau. 2 fermes tertiaires de renfort, dont le dessin a été épuré, viennent se glisser entre chaque ferme secondaire. Leur rôle de lien se trouve toujours renforcé par la présence de carrelets. On retrouve également un jeu de décalage avec une variation de l'angle entre l'origine et le point d'arrivée des arbalétriers. En élévation, l'oscillation des points d'accroche entre le haut du mur gouttereau et le niveau des corbeaux dessine comme une onde, solidarisée par des barres horizontales. C'est le diagnostic final sur l'état des maçonneries qui justifiera le choix d'une hauteur d'appui plutôt qu'une autre pour l'accroche des fermes tertiaires. Enfin, nous avons développé une troisième solution répondant toujours à ce concept de solidarisation et de création d'appuis intermédiaires pour soulager la maçonnerie aux endroits fragilisés. Pour cette proposition, s'appuyant sur le principe du pont, tout se passe en dessous de la charpente reproduite à l'identique. Le volume praticable des combles ne se trouve alors pas impacté. Cette structure solidaire prend la forme d'un treillis déployé dans les 3 dimensions. À la manière d'une toile d'araignée, elle peut se multiplier sur toute la longueur de l'édifice, avec une densité plus ou moins importante, et ainsi soutenir les fermes principales et secondaires dont les appuis ne joueraient plus correctement leur rôle. Nous avons mis l'option du pont à l'épreuve sur accord. Son déplacement, bien que faible, n'était pas inférieur au déplacement de la charpente originale réaxée. La figure présentant les déformations en bas à gauche nous aide à voir le point faible de la structure, le flambement des arbalétriers des fermes secondaires. Nous avons donc ajouté des liaisons qu'on voit en rose entre les faux entrées centraux et le pont. Ce réajustement a permis une meilleure stabilité de l'ensemble, passant le déplacement maximal à 2,7 mm. Après les calculs, l'option réajustée présente une poutre treillis disposée à l'axe entre 2 fermes principales, reposant sur les lisses hautes et basses, communes à chaque option. Ces poutres successives sont maintenues par des jambes de force en appui sur la lisse basse et sont liées entre elles par des pièces de bois triangulées. On obtient alors un maillage central rigide qui vient en soutien des entrées
des fermes principales et permet le positionnement de tirants, soulageant les fermes secondaires. Pour l'analyse sous accord, nous avons modélisé chaque option sur 3 trames de 5,6 mètres et analysé les valeurs de la trame centrale. Les options de renfort sont modélisées en bleu, les fermes principales en orange et les secondaires en bleu clair. Nous avons choisi de comparer ces 3 structures à la charpente originelle réaxée. Regardons le tableau. En répartition des charges entre Gautreau et Corbeau, le tissage et les strates sont meilleurs que la charpente originelle. Concernant les déplacements, toutes ont un déplacement plus faible que la base. Sur le poids total d'une trame, le tissage et le pont sont moins lourds que l'originel, mais les strates pêchent à ce niveau-là avec 4 tonnes de plus. Concernant la reprise des efforts dans les pièces principales, toujours par rapport à l'original, la reprise de la flexion et du flambement des arbalétriers est meilleure grâce aux strates, la flexion du poinçon est principalement soulagée par le pont. Pour ce qui est de la flexion de l'entrée principale, elle est mineure grâce au tissage. Et enfin, le flambement de la lisse basse est bien repris grâce au pont. Un autre critère de comparaison, et sans doute le plus important considérant notre démarche, est la répartition des charges sur le mur Gautreau et sur la lisse basse. Il y a 2 aspects à prendre en compte. La répartition, donc le nombre d'appuis, et l'importance de la charge appliquée en chaque point. En jaune sur les graphiques, l'originel réaxé qui sert de base de comparaison. Concernant le mur Gautreau, regardons en haut sur la liste sous les arbas. L'originel en jaune et le pont en gris pêchent par des valeurs de charge trop importantes. Le tissage en bleu et les strates en orange, elles, répartissent bien les charges. Au milieu, sur la liste sous faux arbalétriers, le tissage en bleu répartit assez uniformément les charges comme on peut le voir. Le pont en gris, plus timide, joue quand même ce rôle, suivi par les strates et l'original. Enfin, en bas, sur la liste des corbeaux, l'originel réaxé pêche par manque d'appui sur cette liste, mais les strates représentent la meilleure option de répartition, suivie de près par le tissage. En conclusion, l'analyse de ces données est résumée par 2 graphiques radars. Sur le graphique de gauche, il n'y a pas une option qui se détache des autres. Toutes ont leurs atouts, toutes sont plus efficientes au global que l'original réaxé qu'on voit en bleu. Le tissage en orange a l'avantage d'être léger, de bien répartir les charges, mais pêche sur le flambement de la lisse sur corbeau. Le pont, en jaune, est le meilleur en réduction des déplacements et en soulagement de la lisse basse, et en plus il a un poids faible. Les strates, en gris, ont l'avantage d'être compétentes sur tous les critères, sauf le poids. Le pont et le tissage semblent donc bien se compléter, alors que les strates, mis à part leur poids, suffisent à elles-mêmes. Nous avons souhaité que notre proposition fonctionne comme une arborescence. Multiple et évolutive, elle s'adapte en fonction des états de maçonnerie et des sollicitations sur la toiture. À cette étape, nous proposons de mettre en place une solution hybride inspirée de l'association des éléments les plus performants de chaque option. Suite à l'analyse précédente, nous optons ici pour une combinaison entre les renforts du tissage sur les flancs et le pont en partie basse. Ce principe d'association entre 2 systèmes nous permet de décliner l'option progressivement en différents points de la cathédrale. Tout d'abord, un tissage léger, correspondant à la première axonométrie que l'on voit en haut à droite, se déploie sur les zones les moins affectées aux extrémités de la nef et du transept. Le tissage se densifie ensuite progressivement à l'approche de la croisée du transept. Finalement, ce dernier est combiné avec le pont à la croisée du transept pour former un renfort plus important à l'endroit des piliers fragilisés, jusqu'à se loger au sein de la flèche. Ainsi, la flèche reconstruite à l'identique verra son système d'accroche renforcé. Dans cette dernière étape, nous proposons une méthode d'optimisation finale de la structure de renfort combinée à la charpente reconstruite. Ici, elle est présentée sous la forme d'un organigramme des paramètres et ce qu'ils impliquent. Il y a 3 types de paramètres: les variations géométriques des fermes principales et secondaires, leurs dimensions et le nombre de fermes secondaires. Les variations géométriques et les dimensions permettent de calculer la structure sous Grasshopper et de l'optimiser au niveau des sections des pièces. Le nombre de fermes secondaires permet de rendre chaque trame indépendante suivant le nombre choisi et ainsi s'ajuster à la guise de la maîtrise d'œuvre sur les résultats de la maçonnerie. Il est alors question de mixer le Grasshopper paramétrique avec l'option hybride, qui semblerait supporter au mieux la charpente originelle afin de minimiser les appuis sur la maçonnerie. On crée alors une boucle d'optimisation dans laquelle viendrait s'additionner notre structure paramétrique avec notre structure secondaire de maintien afin d'optimiser le tout par le calcul de 0,5, en faisant donc varier les sections des pièces et le nombre de fermes secondaires par trame. Cette boucle finirait lorsqu'on obtiendrait les meilleurs résultats structuraux en fonction des objectifs fixés, soit ici avoir la même masse que l'ancienne charpente sur une trame de 5,6 m
afin d'éviter le soulèvement de la charpente avec l'action du vent. Pour conclure, il nous a semblé plus juste de vous proposer une méthode qui pourrait être remise en jeu et approfondie à la lumière des nouvelles données qui surviendront ces prochaines années. Notre démarche de reconstruction à l'identique s'inscrit dans l'histoire ancienne de par sa conception, sa fabrication et ses techniques d'assemblage traditionnelles. Elle est complétée par une démarche de consolidation, inscrite dans une époque contemporaine, avec le recours à une essence contrastante, une conception appuyée par des logiciels paramétriques et une construction préfabriquée et réversible. La structure de renfort consolide la charpente originale reconstruite. Toutes deux se solidarisent et communiquent par réseau et ramification, à l'image du mycélium. Enfin, ce n'est pas anodin si le nom du bois, au Moyen Âge, matériae, est aujourd'hui celui que nous utilisons pour dire matériau, car c'est par cette matière première que nous souhaitons parler d'architecture et signifier que si notre monde brûle, il reste la forêt pour nous enseigner une juste manière de construire. Merci pour votre attention.